Merci Tess, et bonjour à toutes et à tous. Cette présentation se fera en français à débit lent, slow French, afin de faciliter la compréhension et l'écoute au plus grand nombre. Et à cet égard, je veux remercier l'Atheneum de Philadelphie et sa directrice, tout particulièrement Beth Essel, qui accueille le Cercle francophone d'histoire depuis près de 5 ans maintenant. Alors, le sujet d'aujourd'hui, la bataille d'Azincourt, constitue le 5e volet d'une conférence de 6 séries, de six présentation sur le thème des grandes batailles de l'histoire de France. Alors j'espère vous retrouver le mercredi 23 août 2023. Nous conclurons alors cette série avec un éclairage sur la bataille de Bouvines. Mais sans plus attendre, venons-en au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, la bataille d'Azincourt se déroule le 25 octobre 1415. Elle constitue l'un des affrontements les plus fameux du Haut Moyen Âge. Elle se déroule dans le nord de la France, non loin de la Belgique actuelle. La bataille voit s'opposer les troupes du roi d'Angleterre, Henri V, et celles du roi de France, Charles VI. Elle se situe dans le contexte de la guerre de 100 ans. Alors, pour comprendre Azincourt, il convient de faire quelques petits rappels historiques. Parlons donc d'abord de la guerre de 100 ans. Alors, c'est un conflit intermittent qui dure exactement 116 années, de 1337 à 1453. Il oppose la dynastie des Plantagenets, installée en Angleterre, à celle des Capétiens, installée, elle, en France. Alors les Plantagenets, bien que sur le trône d'Angleterre, ont des racines françaises. En effet, c'est le comte d'Anjou qui, au XIIe siècle, hérite de la couronne anglaise. Alors, il est le 4e fils de Guillaume le Conquérant, un Normand bien sûr. Il devient roi d'Angleterre sous le nom d'Henri Ier. Alors, il avait pour habitude de porter une petite branche de genêt sur sa toque, d'où l'origine de son nom, Plantagenet. Alors voilà donc un comte français qui devient roi d'Angleterre. 3 siècles plus tard, à l'époque d'Azincourt, les possessions d'Henri V d'Angleterre vont bien au-delà de l'Anjou. Il revendique le comté du Maine et les duchés de Normandie et d'Aquitaine. Et en théorie, ces titres de comte et de duc sur le continent font de lui un vassal du roi de France. Mais Henri V, roi d'Angleterre, n'a aucune intention de répondre à l'autorité d'un souverain français. Une rivalité s'installe donc. Comme pour ses prédécesseurs, cette situation empoisonne les relations entre les deux royaumes. Ainsi, des affrontements territoriaux constants voient le jour. Voilà donc l'origine de la fameuse guerre de 100 ans et de ses batailles successives.
On l'imagine aisément. Ce conflit permanent épuise financièrement les deux royaumes. L'Angleterre, comme la France, fait face à des difficultés économiques car les guerres coûtent cher. Mais à la veille de la bataille d'Azincourt, la France est confrontée à une crise supplémentaire. Car en effet, son roi, Charles VI, dit Charles le Fol, est frappé de folie depuis 1392. Il n'est donc pas en état de gouverner. Deux branches de la dynastie des Valois, les Bourguignons d'un côté et les Armagnacs, s'affrontent alors pour la régence du royaume de France, dans l'espoir, bien sûr, de succéder à Charles VI. Alors, depuis l'assassinat du frère du roi de France, Louis Ier d'Orléans, en 1407, par le duc de Bourgogne, Jean sans peur, le royaume est plongé dans le chaos. Une guerre civile s'ensuit. Alors Henri V d'Angleterre voit dans le désordre français l'opportunité de relancer les hostilités contre la France. Au printemps 1414, un an et demi avant Azincourt, le roi anglais convoque un grand conseil. Il souhaite discuter d'une guerre contre la France. Il revendique en effet de nombreux territoires sur le continent. Mais les barons anglais ne sont pas favorables à un conflit armé. Ils préfèrent la négociation et la diplomatie plutôt qu'une guerre coûteuse. En fait, les exigences d'Henri V d'Angleterre sont énormes. Il n'hésite pas à revendiquer sa légitimité en tant que futur successeur de Charles VI de France. Pour cela, il invoque la lignée de son arrière-grand-père, Édouard III. Édouard III, qui fut roi d'Angleterre, mais aussi duc d'Aquitaine et comte de Ponthieu, un territoire situé aujourd'hui en Picardie. Alors toutefois, Henri V est prêt à tempérer ses exigences. Il déclare qu'il accepterait de renoncer au trône de France si certaines de ses aspirations territoriales sont remplies. Il réclame notamment que sa souveraineté soit reconnue par la France sur la Normandie, la Touraine, l'Anjou, la Bretagne et la Flandre. Il réclame également l'Aquitaine, perdue par son arrière-grand-père un siècle auparavant et annexée par le royaume de France. On l'imagine bien, l'appétit territorial d'Henri V est inacceptable pour la France. Mais à cela, Henri V ajoute une exigence matrimoniale. Il souhaite épouser la princesse Catherine de Valois, l'une des filles du roi de France. Et de ce mariage, il compte recevoir une dot de 2 millions de couronnes. Alors cette union, pense-t-il, lui permettrait, le temps venu, d'avoir plus de légitimité afin de monter sur le trône de France à la mort de Charles VI. Alors les Français étudient en détail
les demandes d'Henri V. À l'ultimatum du roi d'Angleterre, ils vont répondre par ce qu'ils considèrent être une offre généreuse. Oui au mariage d'Henri avec Catherine de Valois, mais la dot serait seulement de 600 000 couronnes. Oui à une Aquitaine sous souveraineté anglaise, mais non aux autres revendications territoriales. Alors, très rapidement, une crise diplomatique éclate entre les deux royaumes. Le roi Henri V réunit alors le Parlement d'Angleterre en décembre 1414. Et c'est l'emballement. Il obtient le doublement des taxes, lui permettant de lever une armée contre la France. Le 19 avril 1415, le Grand Conseil l'autorise formellement à entrer en guerre. Ainsi, le roi d'Angleterre commence à planifier le débarquement de ses troupes sur le sol français. Il se donne 4 mois afin de rassembler une flotte capable d'acheminer ses hommes sur le continent. Alors qu'arrive l'été 1415, voilà qu'il a réuni 1600 bateaux. Ces navires vont transporter 10 000 hommes, dont 8 000 soldats. Le 11 août 1415, il quitte les côtes anglaises. 2 jours plus tard, les bateaux accostent non loin de l'estuaire de la Seine. Ils se trouvent à 5 kilomètres de la ville fortifiée d'Harfleur, en Normandie. Alors, très vite, les Anglais commencent à faire le siège de la ville. C'est la panique à Harfleur, car la petite ville côtière n'est défendue que par une garnison de 100 soldats. Alors, dès que la nouvelle du débarquement anglais est connue, 2 seigneurs normands arrivent avec 300 hommes supplémentaires. Alors, il s'agit tout d'abord du seigneur d'Estouteville, dont l'ancêtre a combattu auprès de Guillaume le Conquérant, mais aussi le seigneur de Gaucourt, futur compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Alors hélas pour eux, un acheminement d'armes, de poudre, d'arcs et de flèches est intercepté par les Anglais. Les seigneurs d'Estouteville et de Gaucourt lancent un appel désespéré aux troupes françaises. Elles sont stationnées à Vernon, à l'intérieur des terres normandes, mais elles réagissent trop lentement. Et on l'imagine bien, 400 Français pour défendre Harfleur, c'est trop peu. Le prince anglais Thomas de Lancastre conduit le siège d'Harfleur. Alors, malgré son énorme supériorité numérique, il mettra tout de même 6 semaines avant que la ville tombe. Les murs fortifiés finissent par céder sous les coups des 12 canons anglais. Or, abandonné et sans aide extérieure, Harfleur capitule le 22 septembre 1415. C'est le chevalier anglais Thomas d'Erpingham, un intime d'Henri V, qui préside à la reddition. Désormais, les Anglais ont mis le pied en Normandie.
La chute d'Harfleur ne manque pas, bien sûr, d'inquiéter l'entourage du roi de France. Alors, installé à Harfleur, Henri V compte faire de la ville ce que son ancêtre, Édouard III, a fait à Calais, c'est-à-dire y créer une colonie anglaise. Les habitants qui font allégeance à l'Angleterre sont autorisés à rester chez eux. Harfleur devient donc une véritable tête de pont anglaise en Normandie. Nous voilà maintenant en octobre 1415. L'armée d'Henri V, toujours stationnée sur la côte normande, est victime d'une épidémie de dysenterie. Les plans du roi anglais sont contrariés, d'autant qu'il juge la saison trop avancée pour se diriger vers Paris. Il compte donc rentrer en Angleterre par Calais et revenir au printemps suivant. Ainsi, il quitte Harfleur le 8 octobre. Il y laisse toutefois une garnison de 2000 hommes pour défendre la ville. Alors, pour rejoindre Calais, plus au nord, les troupes anglaises doivent traverser des territoires hostiles. Ils ne parviennent pas à passer le pont d'Abbeville, trop bien défendu par les Français. Ils sont donc contraints de longer une rivière qui s'appelle la Somme. Mais ils doivent impérativement la traverser pour parvenir à la colonie de Calais. Pour cela, l'armée d'Henri V espère trouver un pont mal défendu par les Français. Mais les troupes françaises ont repéré le mouvement tactique du roi anglais. Une poursuite de 11 jours se met en place. Et le 24 octobre, 10 000 soldats français en armes rattrapent les 8 000 Anglais. L'armée d'Henri V est donc bloquée à seulement un jour de marche de Calais. Le point de rencontre des deux ennemis se situe non loin du village d'Azincourt. Nous y voilà donc. La bataille est sur le point de commencer et le lendemain, le 25 octobre 1415, l'affrontement va avoir lieu. Alors, la bataille d'Azincourt va se dérouler dans une clairière. C'est une petite plaine entourée de 2 forêts de chaque côté. Les 10 000 soldats français campent le long d'un ruisseau au nord du futur champ de bataille. Face à eux, des terres fraîchement labourées avant la saison hivernale. De l'autre côté de la clairière se trouvent 6 000 combattants anglais. Mais les conditions climatiques sont exécrables. Il pleut à verse toute la nuit. Le champ de bataille, tout en longueur, est donc très boueux au petit matin. Fait aggravant pour les Français, le ruisseau, au pied duquel ils ont passé la nuit, s'est transformé en un véritable torrent. Alors parlons maintenant de la disposition de l'armée anglaise sur le champ de bataille. Les troupes sont composées en vaste majorité d'archers, 5 000 hommes, donc de tireurs à l'arc.
Henri V ne compte que 1000 soldats supplémentaires pour compléter son dispositif militaire. Très peu sont à cheval, ce sont des hommes en armure et à pied. Alors, les 5000 archers sont répartis sur les flancs. Ils sont surtout d'origine galloise. Très mobiles, ils sont protégés d'un côté par la forêt d'Azincourt et de l'autre par celle de Tramecourt. Grâce à cette protection naturelle, ils ne pourront pas être attaqués de revers par la cavalerie française. De plus, les archers se trouvent sur 2 collines. Ils jouissent donc d'une position idéale. Les archers sont dirigés par le chevalier Thomas d'Erpingham. La carrière de ce militaire de 59 ans s'étend sur 4 décennies, une longévité rare à l'époque. Et sa contribution à la bataille va être essentielle. En effet, à lui seul, il dirige plus de 80% des forces anglaises. Alors, outre les archers, les Anglais disposent d'un corps de bataille. Il s'agit principalement, comme je vous l'ai dit, d'hommes en armes à pied, 1000 environ. Ils se rangent sur 4 colonnes. Henri V se place à la tête de son armée, au centre, entouré par la garde royale. Sur sa droite se trouve Édouard de Norwich, duc d'York. Sur sa gauche, le baron anglais Thomas de Camois. Alors, face aux Anglais, les 10 000 Français sont groupés en 3 lignes et en masse. Le connétable Charles Ier d'Albret, un Gascon de 47 ans, est co-commandant des troupes françaises. Il est associé au très expérimenté maréchal Boucicaut. Tous deux ont donc la charge de diriger l'armée française. L'avant-garde française, c'est-à-dire la première ligne, est composée de 5000 chevaliers à pied. Elle est totalement surdimensionnée vu la configuration étroite du terrain. Chaque seigneur est venu à Azincourt avec sa bannière. Alors, leur nombre est si grand qu'ils doivent replier leurs drapeaux et leurs étendards. En effet, ils bloquent la vue du corps de bataille français situé à 150 mètres derrière eux. Alors, le corps de bataille compte 1500 hommes en tout. Situés derrière l'avant-garde, ces hommes, eux aussi, sont à pied et en armure. Ce sont des soldats lourdement équipés, on les appelle les hommes d'armes. Alors, pour fermer le rang, ce corps de bataille, derrière ce corps de bataille, se trouve la 3e ligne, que l'on appelle l'arrière-garde. Elle compte environ 1500 soldats. Elle est composée de combattants du peuple, moins bien équipés en armes et en armure que les seigneurs. Alors, sur les côtés, afin d'épauler l'avant-garde, on trouve la cavalerie lourde. Il s'agit d'environ 2000 à 2500 hommes de la haute noblesse à cheval. Le but affiché des cavaliers, briser les rangs des archers gallois. Alors, il est à noter que
selon la tradition chevaleresque, ce sont les grands seigneurs qui sont aux avant-postes. Le duc Jean Ier d'Alençon, un jeune et téméraire chevalier de 30 ans, assure une partie du commandement de la cavalerie française. Il partage ce rôle avec le duc Charles Ier d'Orléans, le jeune neveu du roi de France. Mais hélas, ce neveu est prétentieux et, nous le verrons, inexpérimenté. Alors avec tous ces hommes et tant de seigneurs sur le terrain, les Français sont sûrs de leur supériorité, à tel point qu'ils n'estiment pas nécessaire de s'embarrasser d'arbalétriers et d'archers, pourtant disponibles en nombre. David de Rambure, grand maître des arbalétriers de l'armée royale française, en conçoit une grande rancœur. Il n'est à la tête que d'une centaine d'hommes et ils sont rejetés à l'arrière. Il juge ce choix tactique catastrophique. Alors, lorsque le jour se lève, en ce 25 octobre 1415, le combat ne débute pas encore. En effet, durant les 3 premières heures du petit matin, les deux camps vont négocier. Les Français demandent aux Anglais qu'Henri V renonce à la couronne française. Mais les négociations échouent, bien sûr. Aucun accord n'est trouvé. Et le roi d'Angleterre, qui manque de nourriture pour ses troupes, ne veut plus perdre de temps. À 10 heures du matin, les soldats anglais mettent genoux à terre, ils prient et ils embrassent le sol, ils sont prêts à se battre. Le chevalier d'Erpingham, monté sur son cheval, tient un bâton qu'il va lancer en l'air. Il donne ainsi aux archers anglais le signal d'avancer vers l'ennemi sur les deux flancs. Ce faisant, Erpingham met la cavalerie française à portée de flèche. Les troupes à pied anglaises progressent, elles aussi, d'environ 600 mètres vers les lignes françaises. Cela leur permet d'occuper la partie la plus étroite de la clairière entre les deux forêts. Une attaque latérale de la cavalerie française est donc impossible. Si elle charge, elle devra le faire de front. Alors, les troupes à cheval françaises, théoriquement 1200 hommes sur chaque flanc, avancent désormais, elles aussi, à la rencontre des Anglais. Mais la cavalerie française est désorganisée et prise de court. Elle pensait avoir plus de temps pour se préparer. Elle croyait que les négociations allaient durer. En fait, seuls 900 hommes sont prêts à charger. Et voilà les Anglais qui, eux, se rapprochent dangereusement. C'est donc de façon désordonnée que les cavaliers chargent sur les archers anglais. Mais lors de ce premier assaut, les chevaux glissent sur la clairière boueuse. Sous le poids de leur armure, 40 kilos environ, de nombreux chevaliers s'enfoncent sur ce terrain détrempé. Je vous rappelle qu'il a été labouré quelques jours auparavant. Alors certains d'entre eux sont tombés de cheval. Incapables de se relever, ils sont comme englués dans la boue. D'autres
sont criblés de flèches qui tombent en averse sans discontinuer. En effet, les archers gallois peuvent tirer 10 à 15 flèches par minute. Les quelques arbalétriers français, peu nombreux, je vous l'ai dit, une centaine peut-être, ne peuvent tirer, quant à eux, qu'une flèche par minute. Alors, quelques rares cavaliers parviennent à atteindre les rangs des archers. Mais les archers anglais sont perchés sur les hauteurs de la colline et les chevaux sont bloqués par des pieux ennemis. Alors, les pieux, ce sont de longues pièces de bois, environ 2 mètres de long. Ils sont plantés dans le sol à un angle de 40 degrés. Au bout de chaque pieu, 2 redoutables pointes de métal. La cavalerie française doit donc battre en retraite. Les Français vont pourtant s'acharner, mais à 4 reprises, les charges des soldats à pied échouent et les troupes françaises s'entravent mutuellement. Les corps des chevaux et des hommes blessés ou morts au combat font obstacle à tout repli ou à toute avancée. Alors que les uns cherchent à progresser, les autres, épuisés, cherchent à reculer. Et c'est un véritable chaos sur le champ de bataille. Le désordre et l'anarchie caractérisent l'armée française. Alors, pour aggraver la situation, les Français qui chargent sont piégés dans un entonnoir. Lorsqu'ils arrivent au contact de l'ennemi, ils sont pris dans un goulot d'étranglement, car les Anglais sont fins stratèges. Ils ont bien étudié la topographie de la clairière. Les hommes d'Henri V en profitent alors pour pénétrer les lignes françaises à la dérive. C'est le duc d'York qui est aux avant-postes. Une mêlée indescriptible se produit. On se bat au corps à corps. Alors pendant ce temps, les archers anglais tirent sur les lignes arrières françaises. Les soldats français sont contraints de baisser la tête afin de se protéger des flèches. Ils ne parviennent plus à avancer. Les Anglais multiplient alors les brèches. Finalement, les archers abandonnent leurs arcs, ils entrent dans la mêlée, ils se battent désormais avec des haches, avec des épées, et de 2 côtés, c'est une lutte sanglante au corps à corps. Alors l'arrière-garde française, qui n'est pas encore intervenue, décide de charger. Mais là encore, les soldats ne parviennent pas à donner l'assaut. Trop de morts, trop de blessés couvrent le sol boueux de la clairière et c'est une véritable débandade. Souvent coupés de leur chaîne de commandement, des petits groupes de soldats français se retrouvent isolés. Les Anglais parviennent alors à faire un maximum de prisonniers. Comme c'est l'usage, ils comptent en tirer grand profit, notamment en demandant des rançons, de l'argent, surtout pour les seigneurs qui ont une grande valeur marchande. Alors tous les espoirs français semblent perdus. C'est alors que Regnault et Isambard, seigneurs d'Azincourt,
surprennent les Anglais avec une troupe de 600 paysans en armes. Ils arrivent dans leur dos. Profitant du chaos général, Isambard parvient à s'emparer de chevaux anglais au repos. À cela, il faut ajouter une partie du trésor royal anglais qui est dérobée. L'une des couronnes d'Henri V et l'une de ses épées sont saisies par Isambard, qui parvient à fuir. Regnault, lui, a moins de chance. Il meurt au combat. Mais l'attaque surprise des seigneurs d'Azincourt a créé un mouvement de panique à travers les lignes arrières anglaises. Soudainement, Henri V craint un soulèvement des prisonniers français. Il ordonne alors le massacre de la piétaille, c'est-à-dire des simples soldats. La piétaille française, environ 800 hommes prisonniers, est soit égorgés, soit tués à coups de hache ou de massue. On place aussi des prisonniers français dans une grange à laquelle on met le feu. C'est un spectacle d'horreur. Henri V donne l'ordre cependant de ne pas tuer les seigneurs capturés. En effet, il compte obtenir des rançons une fois la bataille finie. Le frère du duc de Bourgogne, Antoine, duc de Brabant, est exécuté par erreur. Arrivé alors que la bataille avait commencé, il ne porte pas l'armure d'un chevalier. Il n'est donc pas reconnu par les Anglais. Mais sur le terrain, à l'avant, la bataille, elle, se poursuit. Le duc d'York, grand seigneur anglais, meurt sous l'épée du duc d'Alençon. Puis Alençon, héroïque, affronte directement le roi d'Angleterre. D'un coup de hache, il détache la petite couronne qui orne le casque d'Henri V. Mais le duc d'Alençon est tué à son tour par un jeune noble gallois, David Gunn. Pendant ce temps, dans l'anarchie des combats, les cadavres s'entassent. Le chevalier français David de Rambure est tué sur le champ de bataille, laissant ses hommes en plein désarroi. Et ses 3 fils qui l'accompagnent meurent eux aussi dans le combat. Philippe de Bourgogne, le frère de Jean sans peur, périt à son tour. À l'âge de 26 ans, il était à la tête d'un bataillon de 1200 hommes qui va se faire massacrer. Alors que c'est la débâcle dans les rangs français, un groupe de 500 hommes tente une charge de la dernière chance. Mais c'est en vain. La défaite française est sans appel. Henri V d'Angleterre a gagné la bataille d'Azincourt. Alors après la bataille, les Anglais font de nouveaux prisonniers. Les prisonniers de plus haut rang sont emmenés en Angleterre. De là, on va négocier les rançons avec les familles nobles. Alors, parmi ces seigneurs, on dénombre 5 comtes, 90 barons et plus de 700 chevaliers. Il faut se rappeler que la société médiévale est très hiérarchisée. Ainsi, les chevaliers français capturés par de simples soldats passent dans les mains de seigneurs anglais pour une bonne et simple raison.
un prisonnier de sang noble ne peut être que la propriété d'un autre seigneur. Le simple soldat reçoit donc une petite compensation financière pour la perte de chaque prisonnier. Et pour ce qui est de la piétaille française, du simple soldat, les choses sont plus directes. Les soldats se marchandent pour quelques sous sur le territoire français, puis ils sont libérés et ils rentrent chez eux. Alors, on s'en doute, le bilan humain est catastrophique pour les Français. Ils perdent 6000 chevaliers, une véritable hécatombe. Parmi eux, de grands seigneurs, 4 princes de sang et plusieurs ducs. À ce titre, Azincourt marque le début de la fin de l'époque chevaleresque en France. Déjà, les débâcles de la bataille de Crécy en 1346, puis celle de la bataille de Poitiers 10 ans plus tard, avaient amorcé cette tendance. Comme à Azincourt, la chevalerie française, pourtant numériquement bien supérieure aux troupes anglaises, s'était faite humilier. Après Azincourt, le terme chevalier devient plus ou moins un simple titre de noblesse. Bien souvent, il ne symbolise plus la vaillance combattante des preux chevaliers d'antan. Alors, le lendemain de la bataille, Henri V revient sur le lieu de sa victoire. Les Anglais récupèrent leurs propres blessés qui ont passé la nuit à terre. Ils enterrent leurs morts. Quant aux Français, qui n'ont pu s'extraire de la clairière d'Azincourt, ils sont tous massacrés sur ordre de Charles V. Les Anglais pillent les corps et récupèrent tout ce qui peut avoir de la valeur. Car la guerre, on le sait, coûte cher. Alors, une fois les troupes anglaises parties, la population locale d'Azincourt se charge de creuser des fosses communes sur le lieu même du champ de bataille. En effet, depuis une décision de Charlemagne en 789, l'incinération des corps est un crime. Il est donc interdit d'incinérer, de brûler les corps, selon les rites de l'Église catholique. Alors, pour ce qui est des corps des chevaliers, parfois reconnaissables à un blason, ils sont souvent récupérés par leur famille. Ils bénéficient donc de leur propre sépulture. Alors, le désastre d'Azincourt a de nombreuses raisons que nous allons résumer brièvement. Tout d'abord, la météo. Le terrain, nous l'avons vu, est détrempé. La terre est boueuse. La clairière d'Azincourt est un véritable bourbier. La cavalerie française, trop lourde, et les hommes en armure n'avancent que très difficilement. Alors, à cause du temps très humide, les arbalètes françaises sont souvent inopérantes. Le corps des arbalètes formé de bois a tendance à gonfler. Le mécanisme se grippe, il devient impossible de tirer. De plus, l'arbalète est mal adaptée à une bataille de mouvement. Très lourde, c'est plutôt une arme statique de défense, lors d'un siège par exemple. Et puis, les arbalétriers, trop peu nombreux, sont relégués à l'arrière. Ils n'interviennent donc pas véritablement lors de la bataille. Ce qui a manqué en fait aux Français, ce sont des archers.
Alors, autre raison de la défaite française, sa cavalerie. Elle est totalement surdimensionnée. La plaine d'Azincourt est bien trop étroite. La cavalerie ne peut donc pas se déployer. Et lorsqu'un cheval glisse et tombe, il se produit une réaction en chaîne, entraînant la chute des chevaux qui suivent. Alors, la cavalerie étant inefficace, les troupes à pied ne peuvent bénéficier d'aucune protection. Pour atteindre les archers gallois, les troupes à pied doivent grimper le long d'une pente glissante. De plus, à découvert, les Français deviennent une cible facile pour les flèches ennemies. Placés sur les hauteurs, les archers gallois sont protégés par des buts qui les rendent invisibles. Avec leurs arcs longs, que l'on appelle en anglais longbows, ils tirent à une distance de 90 mètres. Leur autre explication de la défaite de l'armée de Charles VI, l'arrogance de la noblesse française. La noblesse est trop sûre de sa puissance. Côté français, la guerre est une histoire de seigneurs. Le peuple, lui, compose simplement la piétaille. Il est considéré comme inférieur. C'est au mieux une force d'appoint. Du coup, les seigneurs placés à l'avant-garde sont les premières victimes des Anglais. Morts ou blessés, ils laissent leurs hommes sans commandement, donc sans direction. Les Anglais, eux, depuis leur humiliante défaite contre les Écossais à Bannockburn en 1314, ont bien appris. Ils ont revu leur stratégie. Ils favorisent l'arc long plutôt que la cavalerie. De plus, ils intègrent dans leur rang de nombreux soldats du peuple. Pour les Anglais, l'origine sociale n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'aptitude au combat. Et puis, autre explication de la défaite française, les absents. Jean le Sage, duc de Bretagne, est un allié peu fiable du roi de France. Il ne se presse pas pour arriver avec ses troupes. Ne voulant pas s'exposer au danger, il arrive tout simplement après la bataille. Il n'a donc jamais vu l'ennemi. Le duc de Bretagne rebrousse chemin et rentre chez lui sans aucune perte. Autre absent, Jean sans peur, duc de Bourgogne. Il est en froid, je vous l'ai dit, avec la monarchie française, car il voudrait en assurer la régence. Ainsi, il interdit à ses hommes de rejoindre la coalition. Pourtant, certains seigneurs bourguignons vont braver ses ordres. C'est le cas de ses frères, par exemple, Antoine et Philippe, tous les deux morts au combat. En fait, tous les absents français vont se faire lourdement sentir sur le champ de bataille. Alors après sa victoire à Azincourt, l'armée anglaise se dirige vers Calais, son but initial. Le 16 novembre 1415, le roi Henri V embarque. Auréolé de gloire, il traverse la Manche avec le gros de son armée et rentre en Angleterre. Il compte revenir au printemps suivant. Le chevalier d'Erpingham reste pour sa part à Calais durant l'hiver. Avec des hommes en armes et des archers, il a pour ordre
de renforcer la protection de la colonie anglaise de Calais. Alors, la défaite d'Azincourt affaiblit grandement la royauté française. Entre 1417 et 1419, Henri V reconquit la Normandie puis s'empare de sa capitale, Rouen. Il occupe aussi Paris et convoite bien sûr la couronne française. Et à cet effet, il fait alliance avec le duché de Bourgogne. En mai 1420, 5 ans après la bataille d'Azincourt, la France et l'Angleterre signent un traité, la paix de Troyes. La France se retrouve alors morcelée. Cet accord stipule qu'Henri V d'Angleterre devient l'héritier légitime du royaume de France. À la mort de Charles VI, il devra donc lui succéder. Quant au fils de Charles VI, Charles de Ponthieu, il est déshérité. Et le 2 juin 1420, à la cathédrale de la ville de Troyes, Henri épouse, comme il le souhaitait, Catherine de Valois, la fille du roi de France. La couronne française ne peut donc plus échapper aux Anglais. Et le 6 décembre 1421, au château de Windsor, Catherine et Henri V ont un fils. Lui aussi se nomme Henri. Il va devenir le futur Henri VI d'Angleterre. Mais l'histoire nous l'a souvent prouvé, les meilleurs plans peuvent échouer. Car ce que le roi d'Angleterre n'a pas prévu, c'est sa propre mort. Il décède soudainement de dysenterie en France, au bois de Vincennes, le 31 août 1422. Il n'a que 35 ans. On rapatrie son corps au château de Windsor, où il repose. C'est donc désormais son fils, Henri VI d'Angleterre, qui devient héritier légitime de la couronne française. Problème, car l'enfant n'a que 9 mois. Par conséquent, c'est le frère du roi défunt, le duc Jean de Lancastre, qui prend le titre de régent de France. Il représente les intérêts futurs de son neveu, Henri VI d'Angleterre. Mais pour compliquer l'affaire, 2 mois plus tard, le 30 octobre 1422, le roi de France, Charles VI, meurt à son tour. Et voilà que son propre fils, Charles de Ponthieu, 19 ans, pourtant écarté de la succession, se proclame roi de France. Il prend le nom de Charles VII. On l'imagine bien, ce n'est pas du tout du goût des Anglais. Alors 6 mois plus tard, en avril 1423, une triple alliance se met en place. Les Anglais, les Bourguignons et les Bretons signent le traité d'Amiens. Ils reconnaissent de fait Henri VI d'Angleterre, un enfant, comme le souverain légitime du royaume de France. Alors pourtant, cette réussite diplomatique ne va pas porter ses fruits, car une jeune fille de 16 ans, Jeanne d'Arc, originaire de Domrémy à la frontière lorraine, va s'interposer. Elle lève une armée afin de bouter les Anglais hors de France. En 1429, elle va voir
Charles VII de France, réfugié dans la Loire, au château de Chinon. Elle lui annonce avoir des visions. S'adressant à lui, elle déclare « Gentil dauphin, je te dis de la part de Messire Dieu que tu es vrai héritier du trône de France. » Et elle le pousse à se faire sacrer roi de France à Reims, comme ses ancêtres. Ce qu'il sera fait le 17 juillet 1429. Et le rêve d'Henri V d'asseoir un Plantagenet sur le trône de France ne verra jamais le jour. Mais cela, bien sûr, c'est une autre histoire. Je vous remercie. Merci de votre attention. Alors, je ne sais pas si Tess... Merci à vous. Merci. Si Tess est de retour avec nous. Here she is. Hello, Tess. Donc, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à allumer votre micro ou à faire quelques remarques, bien sûr. Certains ajouts, certains compléments sont toujours les très bienvenus. Je vous écoute. Une chose, quel feuilleton! Oui, et c'est un grand feuilleton, tout à fait, qui va se terminer, si je puis dire, en 1453. Ça sera la fin de la guerre de Cent Ans avec la défaite anglaise. Les Anglais vont alors se retirer de France et le roi de France va donc récupérer beaucoup de territoire. Mais enfin, pour en arriver là, il aura fallu 116 ans de batailles successives et de morts multiples entre en fait des gens, quand on y réfléchit bien, qui sont de la même famille, car les Plantagenets étaient d'origine normande et française. Merci Eric, c'est Oui, fascinant. je vous en prie. Alors j'espère que vous avez tous eu l'occasion de regarder le petit document que j'ai préparé pour vous. Il y avait deux cartes, j'espère, assez intéressantes, qui présentaient l'état du royaume de France avant et après la bataille, et puis une litanie de noms également, car il y a beaucoup de personnages qui interviennent lors de cette bataille, lors de ce conflit. Eric, vous avez parlé de la défaite. D'une des raisons de la défaite était que les Anglais ne comptaient pas le rang. Ce qui les intéressait, c'était surtout leur attitude. Tout à fait. Oui, je crois que c'est ça que vous avez dit. Et je me demande pourquoi il y avait tant de différences entre les deux pays. C'était d'origine historique ou quoi? Oui, alors j'ai très brièvement mentionné une bataille qui a été perdue par les Anglais dans les années 1300 contre l'Écosse. Et c'est à partir de ce moment que les Anglais ont décidé, je ne dirais pas d'éliminer la cavalerie, mais de la réduire très considérablement. Car ils avaient perdu énormément d'hommes contre les Écossais. Et depuis l'avènement de ces fameux longbows, c'est-à-dire ces arcs qui tiraient à près de 100 mètres, donc c'est une distance considérable, ils ont décidé justement de venir en France avec énormément d'archers. Et les meilleurs archers, je crois l'avoir mentionné, venaient du pays de Galles. Donc c'était surtout des archers gallois, pas seulement, mais surtout des archers gallois. Et les archers gallois avaient l'avantage
non seulement de pouvoir tirer des flèches, 10 à 15 par minute, ce qui est énorme, mais également ils étaient capables de se battre à la hache et à l'épée. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait vers la fin de la bataille. Ils ont laissé leurs arcs à terre et ils sont venus se battre au corps à corps avec leurs armes et leurs épées. Donc ça, c'est l'explication anglaise. Et depuis ce temps, donc, ils avaient renoncé, je dirais, plus ou moins à la grosse cavalerie, les Anglais. Les Français, il y avait une tradition chevaleresque, je dirais presque romantique. C'était bien sûr les preux chevaliers qui étaient en première ligne. Alors c'est assez intéressant finalement, parce que quand on réfléchit de nos jours, les chefs sont toujours à l'arrière et ce sont les petits soldats qui se font tuer. Mais à l'époque, c'était vraiment les seigneurs et les chevaliers, 6000 d'entre eux, qui se sont fait massacrer sur le terrain d'Azincourt. Donc, on considérait que l'honneur d'un chevalier en France, c'était d'aller se battre. Je pense que ce qui a vraiment posé l'échec français, c'est le terrain. C'est le terrain, car comme je l'ai dit, Azincourt, c'était une plaine, enfin une clairière entre deux forêts, qui était très resserrée et qui, à un moment, devenait très étroite. Et c'est là que, tactiquement, les Anglais ont eu du génie, se sont placés là. Ce qui fait que quand les Français ont essayé de charger, ils ne pouvaient pas se déployer, ne pouvaient pas se développer sur les côtés. Et donc, ils ont été pris, d'une certaine manière, dans un goulot d'étranglement. On pourrait dire en anglais « bottleneck ». Et ça a été terrible pour les Français. Ils n'ont pas eu de chance aussi, ils n'avaient pas prévu la pluie. Et le terrain était gorgé d'eau, boueux. Les armures étaient très lourdes, 40 kilos par homme, alors vous imaginez, plus le poids des chevaux. C'était une situation catastrophique. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils aient décidé de se battre. Ils auraient dû en fait ne pas se battre. Mais je pense que là, il y avait l'orgueil, même si le terrain ne leur était pas favorable, il y avait cet orgueil de la noblesse française. Et puis, ils étaient tellement convaincus qu'ils étaient supérieurs en nombre, en force et en armes. Voilà. C'était une bataille très, très importante pour l'histoire. Ah oui, absolument. De l'Angleterre et de France. Vraiment une bataille capitale. Mais tout à fait. C'était horrible ce qu'ils ont fait, comment ils ont exécuté la noblesse, quoi. Enfin, les gens, les soldats. Oui, oui. Et l'idée d'avoir mis les soldats dans un abri, enfin, je sais pas. Une grange. Un grange, oui, c'est ça, une grange. Ça me rappelle dans la Deuxième Guerre ce que l'Asie avait fait à Oradour-sur-Glane. Tout à fait. Oui. Alors, rien ne change. Non, rien ne change. Et bon, je ne pense pas que les Français, s'ils avaient gagné, aient été plus généreux avec les Anglais. C'était généralement, hélas, les usages. Je pense aussi que ce qui explique le massacre du premier groupe de prisonniers français, c'est l'attaque de Regnault et d'Isambard, ces deux petits seigneurs du village d'Azincourt, qui sont venus en renfort avec 600 hommes, mais ce n'étaient pas vraiment des hommes, des vrais soldats, c'était des paysans en armes avec des fourches, etc. Et ça a créé un mouvement de panique. Et Henri V a eu peur parce que ça se passait à l'arrière, pas à l'avant où la bataille se situait, mais ils ont attaqué par l'arrière. Et ça a créé un mouvement de panique. Et il a eu peur que soudainement, les 800 prisonniers français, ce qui est un nombre considérable, arrivent à se libérer, reprennent des armes. Et à ce moment-là, Henri V
se serait retrouvé entre deux armées ennemies, si je puis dire, se serait retrouvé coincé. Et là, ça aurait été... alors, je ne justifie pas ce qui a été fait, hein, Non, non, je comprends. mais c'est une explication. Je pense que c'est pourquoi il a pris cette décision. Parce qu'à la fin, quand il a gagné la bataille finale, il a refait des prisonniers et là, il ne les a pas massacrés. Les petits soldats ont été vendus sur le territoire de France pour quelques sous, pour quelques pièces. Ils sont rentrés chez eux et puis il y a environ, je crois, 800 nobles français qui, eux, ont été déportés carrément en Angleterre. Et là, on a négocié des rançons avec les familles nobles pour les faire revenir. Et Charles d'Orléans, Charles d'Orléans, il était en Angleterre, prisonnier, non? Tout à fait, oui. Et il y a passé très longtemps, 20 alors ans. 24 ans, exactement. Enfin, je pense que c'est 24 ans, mais oui, une vingtaine d'années. Et ce n'était pas vraiment un combattant, d'ailleurs, c'était plutôt un littéraire. Il écrivait des poèmes. Donc, disons qu'il était en résidence surveillée, hein. Il n'était pas vraiment dans un cachot. Mais oui, donc il écrivait des poèmes, des choses comme ça. Puis il est rentré finalement, je crois, 24 ans plus tard. Mais enfin, oui, vous avez raison, une vingtaine d'années. C'est ça. Merci. Merci. Merci Eric, c'était très, très bien. Mais je vous en prie et merci d'être parmi nous pendant les vacances parce que, comme on le sait, beaucoup de nos amis du cercle francophone sont en voyage, donc ne sont pas disponibles. But Tess, fortunately, is always posting the video online, so you can share it later on if you know of some friends who couldn't attend. And also, I mention it often, but the Athenaeum has a channel, a YouTube channel, et vous pouvez retrouver une vingtaine des conférences du cercle francophone sur cette chaîne YouTube de l'Athenaeum. And maybe, Tess, I know I ask you once in a while to do that, but at some point, I don't know if you can do it now or if you could post the link to the YouTube channel with all the conferences of the When I send cercle everyone the link francophone. for today, I'll make sure that's included. Right. Donc, parce qu'il y a eu d'autres, c'est la cinquième présentation sur les grandes batailles de l'histoire de France. Il y en a eu 4 autres. Donc, si ça vous intéresse, elles sont toujours disponibles. Et quand est la conférence prochaine? Le 23 août, c'est un mercredi, toujours à 14h, hein, toujours à la même heure. Tess, if I don't mistake, the 23rd of August. Oui. Vous connaissez le sujet, non? Oui, c'est la bataille de Bouvines. Alors, on va reculer d'un siècle, ou même de 2. On va se retrouver au début des années 1200. Et les Français vont affronter près de la frontière belge les Anglais, un empereur germanique, les Portugais. Voilà, donc je vous expliquerai tout ça. Et c'est donc la fameuse bataille de Bouvines. C'est aussi une très grande bataille. Et ça va conclure donc cette série. Ça sera la 6e bataille. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci encore. Merci. Well, thank you very much. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me contacter par courriel, par mail. Hein. Je serai très heureux de toujours d'y répondre, bien sûr. And Tess, I don't know if you have anything to add at this point. That's it. I'll make sure everyone has the link for the YouTube video and the link for the next meeting by email. So Tess, should I contact today? I didn't get the link ahead of time and I only got it at 2:00. Should I try to contact you earlier? Or? You have to register through our website. Okay. Otherwise, you will not receive a link. Oh, okay. So you have to register through our direct website.
to get a link ahead of time. And the website is It's here, I'll put it in the chat room. Okay, thank you. Voilà, si vous allez sur The Athenaeum of Philadelphia et si vous regardez si vous cliquez sur la petite fenêtre Event, vous verrez tous les événements de l'Athenaeum, dont ceux du cercle francophone. Oui. Merci Eric. Merci. Classe. Merci encore et bon été à vous tous. Et on se retrouvera au mois d'août. Merci Tess aussi. Merci beaucoup. Absolument. Merci. OK. Merci. Thank you. Merci Eric. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.